Cela fait quelques années que j'écris le corps des femmes, que je le fais dans une perspective phénoménologique, c'est-à-dire en enracinant mes réflexions à la fois dans l'œuvre de Simone de Beauvoir et puis dans celle d'une autre philosophe américaine, Iris Marion Young, et en m'inspirant et même en reprenant la démarche qui était la leur, j'ai entrepris il y a quelques années de réfléchir toutes les dimensions incarnées de la vie des femmes. Un corps à soi, c'est la suite de la Révolution du féminin, qui est un ouvrage dans lequel je m'interrogeais sur la curieuse disparition du corps des femmes dans la pensée féministe, ou tout du moins une certaine propension à le considérer comme n'étant que le lieu de la domination masculine. En lisant Simone de Beauvoir puis Iris Marion Young, j'ai découvert cette approche qui considère le corps des femmes sous ces deux aspects, l'aspect négatif du corps comme lieu par excellence de la domination masculine, mais aussi l'aspect positif qui fait du corps le vecteur privilégié de l'émancipation des femmes. Dans Un corps à soi, j'ai voulu dérouler, un peu à la façon de Simone de Beauvoir, le fil de l'existence des femmes, de la naissance jusqu'au grand âge, et je me suis arrêtée à ce que j'appelle les nœuds phénoménologiques, c'est-à-dire tous ces moments où, dans la vie des femmes, un bouleversement corporel, une transformation corporelle produit simultanément, alors un ébranlement intime, existentiel, bien sûr, mais aussi des transformations sociales, notamment dans les représentations, et enfin des aspirations en termes de droit, c'est-à-dire en fait des aspirations politiques. Les nœuds phénoménologiques, ce sont tous ces tournants incarnés de la vie des femmes où se nouent de façon très étroite l'intime, le social et le politique. Quand j'écrivais La Révolution du féminin, qui est paru en 2015, il se trouve que dans le champ de la militance féministe se déployait alors une multitude d'initiatives qui avaient en commun de toutes concerner le corps des femmes, et notamment le corps des femmes dans ses dimensions les plus intimes. Quelques années plus tard, j'ai eu envie de creuser cette proposition féministe pour accompagner d'une certaine façon sur le plan théorique ce qui était en train de se passer sur le terrain pratique et contribuer ainsi à cette dynamique d'émancipation corporelle que nous sommes en train de vivre. Je crois qu'on est dans une séquence féministe qui, avec le recul de l'histoire, sera aussi importante que la deuxième vague des années 70. On est entraîné dans une dynamique assez intense qui a pour objet principal le corps des femmes dans ses dimensions intimes, donc qui revient au combat des années 70, qui les relance, mais qui les approfondit également. Et je crois que c'était important de disposer d'une proposition théorique qui vienne accompagner et éclairer les mobilisations de terrain pour montrer précisément que ce combat pour la réappropriation de nos corps, c'est un combat essentiel puisqu'il s'attaque au socle même du système patriarcal, à savoir l'enfermement des femmes dans leurs deux fonctions sexuelles et maternelles. Si l'on voulait définir ce qu'est le féminisme, je crois que l'on peut dire que c'est faire advenir une société où les femmes ne soient plus définies par leur corps. Alors écrire en première personne, c'est pas simplement écrire je, c'est pas simplement écrire à la première personne, c'est le faire bien sûr, mais s'y ajouter une dimension, disons, autobiographique. Et donc je ponctue mes analyses de petits récits autobiographiques qui sont le récit de quelques-unes des expériences incarnées que j'ai pu faire. Lesquelles expériences sont tissées avec d'autres voix de femmes que j'ai rencontrées, avec lesquelles je mène ce que j'appelle les entretiens phénoménologiques, lors desquels nous partageons en fait des récits d'expériences vécues. Et grâce à cela, j'ai pu essayer de tisser une trame de voix féminines qui se mêle aussi avec les voix des femmes philosophes que je mobilise dans l'ouvrage. Écrire en première personne, c'est aussi d'une certaine façon prolonger la méthodologie féministe des années 70, lorsque les femmes se rencontraient dans les cercles de conscientisation où il s'agissait de mettre en commun et de partager quelques récits d'expériences communes qui leur permettaient de prendre conscience qu'elles partageaient une même condition, en l'occurrence une condition d'oppression, et sur la base de cette prise de conscience, elles pouvaient alors passer à l'action politique. Eh bien, j'essaye de mettre en œuvre cette même démarche, disons, de conscientisation, mais aussi de politisation, par l'écriture en première personne, pour peu que celle-ci, une fois encore, soit tissée avec les voix d'autres femmes qui sont celles que j'ai rencontrées au cours de mes différentes enquêtes. J'ai voulu montrer que les femmes ne pouvaient pas faire comme si elles n'avaient pas de corps, alors que les hommes, eux, y arrivent très bien. Et je veux dire par là que le corps féminin, dans toutes ses dimensions, et notamment les plus intimes, produit pour les femmes toute une série de discriminations et de violences qu'elles subissent de façon quotidienne, alors même que les hommes peuvent tout à fait vivre leur vie sans que leur corporéité vienne d'une façon négative infléchir le cours de celle-ci. Ce qui définit l'existence des femmes, c'est qu'elles sont enfermées dans leurs deux fonctions sexuelles et maternelles, et ce depuis à peu près toujours.
C'est d'ailleurs le socle du patriarcat, que d'assigner les femmes à un certain nombre de rôles qui sont liés à leur corps sexuel et maternel, considéré comme un corps disponible, un corps à disposition. En partant de ce postulat, j'ai voulu montrer que cette disponibilité corporelle, elle pouvait être déconstruite et que l'on pouvait se réapproprier ces mêmes dimensions corporelles, mais de façon émancipatrice, pour pouvoir les vivre enfin librement et pouvoir jouir de ce corps dans toutes ses dimensions une fois qu'il aura été en quelque sorte extirpé de son carcan patriarcal. Je crois que c'est la proposition théorique qui accompagne la dynamique féministe actuelle, qui consiste par un côté à repérer et à dénoncer tous les mécanismes qui perpétuent l'objectivation corporelle des femmes, et puis par l'autre côté de montrer comment ces mêmes dimensions qui sont à l'origine de l'objectivation et de l'aliénation du corps des femmes peuvent être réinvestis de façon positive pour être extirpés en fait de leur définition patriarcale et être vécus librement et de façon égalitaire. Un des enjeux d'un corps à soi, c'est de montrer que l'on peut penser le corps des femmes sans l'essentialiser. J'ai voulu sortir de l'opposition un peu trop simple entre un féminisme différentialiste qui exalte le corps féminin, notamment dans sa capacité maternelle, et un féminisme universaliste qui refuse absolument de penser les dimensions incarnées de la vie des femmes. Je crois que ces deux approches ne sont plus utiles, elles ne sont plus pertinentes pour penser ce que c'est que d'être une femme aujourd'hui, et notamment ce que c'est que de vivre dans une société soi-disant émancipée, mais qui continue pourtant d'assigner les femmes à leur corporéité. Le féminisme phénoménologique permet de sortir de la binarité, différentialisme, universalisme, parce qu'il pense le corps des femmes, bien sûr comme un lieu de domination, mais aussi comme un vecteur d'émancipation, et qu'il propose donc de repérer et de dénoncer les mécanismes de l'objectivation corporelle en ouvrant la perspective d'une émancipation, d'une libération qui passe par le corps des femmes. C'est-à-dire que les mêmes dimensions, par exemple la sexualité, sont décrites comme un des vecteurs, un des leviers principaux de la domination masculine, mais aussi comme le lieu même d'une réappropriation de nos corps qui passe par l'exploration du plaisir féminin. Et on peut Et on peut décliner cette proposition phénoménologique pour toutes les dimensions incarnées de l'existence, la maternité par exemple, le vieillissement, l'entrée dans la vie amoureuse et sexuelle, le rapport à l'image de son corps, à l'apparence, le rapport aussi à la nourriture. Il n'y a pas une des dimensions incarnées de la vie des femmes qui ne peut être étudiée dans cette perspective et surtout réinvestie de façon positive grâce à la lunette phénoménologique. Faire une distinction entre la féminité et le féminin. La féminité, c'est le programme patriarcal pour les femmes, c'est-à-dire un mixte de disponibilité sexuelle, de dévouement maternel et de minoration sociale qui forme un idéal à l'aune duquel les femmes sont évaluées, une sorte de perfection, mais qui est aussi une prison. Le féminin, c'est autre chose, ce n'est pas avoir les organes féminins adéquats, un utérus, des seins, un vagin. C'est pas non plus un ensemble de rôles socialement construits, c'est sans doute quelque chose qui tient ensemble ces deux dimensions, à la fois incarnée et sociale. Je propose de le définir comme un rapport à soi, aux autres et au monde, qui passe nécessairement par le corps. C'est-à-dire que l'existence des femmes ne peut jamais, d'une certaine façon, s'éprouver indépendamment de cette condition incarnée qui est immédiatement synonyme de discrimination et de violence. Donc le corps féminin renvoie comme concept à cette condition d'objectivation et d'aliénation. Et donc penser le corps féminin dans une perspective féministe et phénoménologique, c'est penser la possibilité de le désinsérer de cette gangue d'objectivation et d'aliénation pour le libérer d'une certaine façon et peut-être le faire disparaître. Je veux dire par là que l'horizon ou l'objectif ultime, ce serait sans doute que nos corps n'aient plus d'importance et que nous ayons droit en quelque sorte à la fois à l'autonomie corporelle, c'est-à-dire à la liberté la plus grande possible pour toutes les dimensions incarnées de nos vies, mais aussi une forme d'indifférence corporelle, c'est-à-dire le fait que nos corps, dans aucune de leurs caractéristiques, ne déterminent quoi que ce soit dans nos existences. Ce qu'il m'a paru important de dire aussi, c'est que les luttes actuelles pour la réappropriation de nos corps, et notamment de nos corps sexuels, n'ont vraiment rien à voir avec une forme de rejet, voire de détestation des relations avec les hommes, comme si les féministes étaient toutes
préoccupée de vivre sans eux. J'essaie de défendre un féminisme qui fait une place aux hommes. Alors je sais que ce n'est pas une proposition, disons, évidente pour les féministes, mais j'essaie de la tenir en montrant que les combats actuels qui regardent nos corps intimes ne peuvent pas, selon moi, se poursuivre si les hommes eux-mêmes ne prennent pas conscience d'abord de leur propre responsabilité dans ces discriminations et dans ces violences, et au-delà même de cette prise de conscience, s'ils n'acceptent pas de réfléchir à la façon dont ils peuvent eux-mêmes contribuer à faire évoluer les choses. La conclusion d'un corps à soi se termine précisément sur une forme d'appel à une façon de peut-être travailler ensemble. Alors il s'agit non seulement d'inclure les hommes en tant qu'alliés, mais peut-être plus encore de leur demander de s'engager et de réfléchir à produire eux aussi des outils et de la réflexion féministe à destination peut-être des hommes d'abord et plus largement pour venir nourrir tous nos combats.